Bonjour à tous les petits ours, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode à la découverte du Beaujolais. Nous allons à la rencontre de Benjamin à Vaux-Renard. Le domaine s'appelle Benjamin Passot et je vous souhaite à tous une bonne vidéo et un très bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, c'est parti. Salut Benjamin. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, bien, et vous? Impeccable. Bon. Du coup, merci de m'accueillir dans ton domaine, Benjamin Passot. Avec grand plaisir. Et du coup, ton domaine, tu m'as dit qu'il était assez spécial. Oui, c'est une aventure humaine avant tout et un départ de zéro, une feuille blanche, pas de parents, personne dans le Beaujolais pour me transmettre un patrimoine et du coup, c'est vraiment une pure création d'un rêve de gosse, quoi. Et du coup, ça s'est passé comment? Explique-nous le départ, le point de départ, comment tu t'es lancé dans la viticulture? La viticulture, j'avais un pied dedans, mais par le biais de mon premier métier. Je dessinais, je réparais et je faisais des machines pour l'industrie. D'accord. Et surtout pour le monde du vin. Donc j'avais un pied là-dedans, un regard, mais sans technique, sans compréhension du milieu. On voit ce qu'on voit en passant en voiture devant, mais t'as pas cette magie de cet ADN au niveau des cèpes et de la vigne. Seulement quand tu la prends, tu la regardes, tu l'observes, tu vois des choses très intéressantes. Et du coup, jusqu'en 2013, j'étais intrigué, intéressé. J'avais fait un travail de saison, tout bête et tout simple dans ce domaine. Oui, puis un travail de saison, émonder les cèpes, tu nettoies les gourmands, tu relèves les reins. T'avais un vrai pied dedans. Ouais, j'appelle ça plutôt une pige de passage plus que vraiment le pied dedans, parce que j'en suis ressorti après pour retourner dans l'industrie. Ouais, c'était surtout une découverte. D'accord. Et il y avait quelque chose qui me manquait par rapport vis-à-vis de l'industrie, c'est que le vin, quand tu le fais, là aujourd'hui, on va pouvoir partager quelque chose que j'ai fait il y a maintenant 7 ans. Ok. Que la machine, quand elle est vieille et usée, sa vie s'arrête, elle n'a pas de continuité dans le temps, c'est sur une durée, ça voilà. Et je trouvais l'esprit de partage plus intéressant dans le monde du vin que dans l'industrie. Du coup, en 2013, j'ai fait une reconversion professionnelle pour faire un BPERA, pour être responsable d'une exploitation agricole à titre viticole. Et de là a démarré réellement ma carrière dans l'univers du vin à ce moment-là, où du coup, j'ai commencé mes armes et puis à apprendre mon métier en tant qu'ouvrier dans un domaine à Vosne-Romanée. Ok, c'est dans la Bourgogne, ça. En plein cœur de la Bourgogne, là où on a la Romanée-Conti. Et la conclusion de ça, ça a été que mon ancien patron m'a dit, si tu veux faire des choses plus extravagantes, faire des choses, des tests vraiment, achète-toi des vignes et lance-toi. Et ça, c'était en 2016. Et en avril 2017, pur hasard, j'achète ma première parcelle. Et là, je peux pas dire plus simplement, c'est un hasard total. Le Beaujolais n'était pas la destination de départ. Ça devait être la Bourgogne, mais financièrement inabordable. Ah oui, c'est clair. Et le Beaujolais est bien plus abordable que... ça a été ça parce que en fait, la déception de ne pas trouver des vignes en Bourgogne raisonnables a fait que j'ai tapé vigne sur Le Bon Coin à l'époque. Tout simplement. Tout simplement. Et j'ai atterri sur une parcelle qui était à Juliena et ce qui a lancé en fait tout le début de l'entreprise. Et il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de raccourci. Si tu n'es pas natif du terroir ou tu n'as pas de parents dans cet univers-là, c'est compliqué. C'est que de l'investissement ou sinon il faut avoir... faut avoir pour pouvoir racheter un domaine. C'est ça. Ou partir de rien comme tu as fait. Et tu faisais comment pour vinifier du coup ton vin? Oui, ça il y a des anecdotes. On descendait avec les copains depuis Nuit-Saint-Georges pour faire les vendanges dans le Beaujolais. On montait tous dans le camion, on partait le matin, on vendangeait, on mangeait dans les chemins de vigne. Ouais. C'est vrai que j'ai des photos, j'aurais pu vous montrer ça. Et on repartait avec les raisins que je vinifiais dans un garage de 17 mètres carrés que mon père m'avait passé, que j'avais isolé, climatisé, tout ça, pour vinifier 1 hectare. Donc en gros, tu rentrais les raisins avec les cuves, tu sortais les cuves dehors, le pressoir était avec cliquetis à main de 2 hectos. Ça coûtait plus cher en bière avec les copains parce qu'on passait énormément de temps pour faire les vinifs et puis presser la gêne et les raisins. Et ça a pris énormément de temps, de passion, de rigolade, d'anecdotes aussi.
Mais c'était le prix pour lancer ça. Et du coup, en parallèle de ça, du coup, des 17 mètres carrés, mon père avait une petite cave de 20 mètres carrés. Et le plus gros millésime, c'était 6000 bouteilles. On a rempli la cave qui était toute petite. Et les bouteilles touchaient à quasiment le plafond. Partout, il n'y avait plus de place. C'était un truc de fou à faire. Bon. Ce qu'on va faire, c'est vu qu'il pleut, on va se mettre à l'intérieur de ton caveau. Donc là, on est dans ton cuvage. Mais il y a une histoire. Ouais, dans le tout premier cuvage, au point de départ, c'est comme je t'ai expliqué, j'avais une voiture et rien du tout. Et du coup, il faut te fournir un atomiseur, il te faut des cuves, il te faut un pressoir, un dégrappoir, etc. Et comme je vais l'expliquer, au point de départ de chaque aventure, soit tu démarres un peu solo, ce qui s'est passé pour moi. Et beaucoup de gens très sympas m'ont aidé en me donnant un petit truc, voilà. Mais surtout le fait d'avoir travaillé dans l'industrie me permettait de trouver du matériel et de le modifier pour l'adapter à mon usage. Donc exemple, dans le premier cuvage, j'ai trouvé chez une dame ma première cuve en inox qui est là-bas. Fabriquée maison, mal soudée, c'est pas joli, mais bon, elle fait le taf, elle fait un peu de bruit quand on est rempli de raisin, mais elle fait son boulot. Ça fait un peu peur des fois. Et du coup, cette dame-là avait un vieux pressoir Cliti, donc c'est là à l'origine. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai épluché le bon coin sur tout ce qui pouvait traîner en vieux matériel viticole. Bravo. Merci. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais quelque chose que tu avais réutilisé là. Oui, parce qu'en fait, moi, dans mon ancien métier, qui est l'industrie, si tu peux faire, j'ai essayé de réutiliser des rebuts ou des choses qui valent pas très cher pour en faire des choses utiles. Là, ce que tu vois, c'est un chauffe-eau à gaz qui est tout simple et qui me permet de chauffer de l'eau en continu. À la base, pour les douches de vendange, ça servait à ça. Et moi, je me sers ça pour rebrancher le Karcher à eau chaude dessus pour pouvoir avoir de l'eau à 40-50 degrés à la sortie du Karcher qui ne fonctionne pas avec une chaudière. Donc du coup, ça m'a permis d'avoir deux objets pas trop chers pour faire un truc qualitatif pour pouvoir laver mes cuves correctement pendant les vendanges. Ou comme la machine jaune qui est un peu sale malheureusement avec la brosse dessus, qui est une clim de maison qui permet de climatiser tout le cuvage pour l'été. Sauf que ça date des rods et puis ça ne coûte pas très cher. Mais j'ai dû l'acheter 70 €, mais elle fait toute la saison d'été. Elle refroidit le bâtiment. Super. Ah non, il y a beaucoup de choses qui sont faites comme ça. Après, exemple, dans le matériel que l'on a et que tu peux retrouver chez moi, ça c'est le dernier achat, tu vois, c'est un vieux groupe d'embouteillage. Et qui a des petits soucis parce que tu vois, il y a une éponge pour guider la bouteille et tout, c'est pas tout neuf. Mais je l'ai restauré et là c'est la première machine depuis cette année technique pour la mise en bouteille. Donc ça c'est mon bureau pour remplir mes fûts. Depuis 2017, j'ai jamais changé, donc c'est un pur ressort en plastique. Et je remplis tous mes tonneaux avec ça depuis 2017. Et je ne veux pas changer parce que tu vois, ça me rappelle que j'ai commencé avec des choses comme ça. Tu vois, et j'expliquerai ça un jour à ma fille quand elle sera beaucoup plus grande, en disant ça c'est la base d'un chaînon de quelque chose qui dure, mais qui ne coûte pas très cher, mais pourtant qui a fait des milliers de bouteilles depuis. C'est la mascotte du cuvage. C'est la mascotte du cuvage qui est toujours rangée là et que je me sers toujours d'ailleurs. Mais non, c'est vraiment quelque chose qui est formidable et ça me rappelle que tu vois, j'ai commencé tout petit et j'avais rien. Et ça, faut jamais l'oublier quand tu crées un domaine. Par contre, ça donne des avantages. Quand tu fais des vins, t'as pas besoin de le faire comme ton père ou ton grand-père. Tu fais ce que tu veux. Tu peux faire plein de tests. Et tu peux te dire, bon, si je réussis, c'est bien. Si je me loupe, c'est pas grave. Que quand tu es fils de viticulteur ou tu reprends derrière quelqu'un, c'est des fois plus compliqué parce qu'en fait, tu as ce paramètre technique qui est la famille qui peut te dire, fais attention, on risque de perdre des marchés, ça peut être compliqué. Alors que moi... t'es libre. T'es libre cours à ton état d'esprit, est-ce que tu souhaites faire? Et ça, c'était vraiment quelque chose de formidable. Et tu sais ce qu'on va faire maintenant? Oui. On va déguster ton vin. Avec plaisir. C'est parti. Bon, on est parti sur cette dégustation. Ouais. On commence sur quoi? Je vais te faire goûter en tout premier soit le plus vieux, soit on commence par les plus jeunes, puis on finit par le plus vieux. Ah, ça pourrait être intéressant aussi. Ouais. Par les plus jeunes et on finit par le plus vieux. Allez. Là voilà, il fait comme ça. Voilà. Donc la première, c'est un moulin à vent 2022. Ok. Donc élevage en fût de 10 mois.
Tous les vins sont vinifiés en indigène, donc en levure naturelle. Moi, j'ai gardé vraiment l'idée des vins de Vosne-Romanée, c'est de faire des vins de garde dans le Beaujolais. Donc tout ce que je fais est axé pour faire des vins de garde de 10 à 15 ans. Donc du coup, là, tu es sur une cuvée donc en levure indigène, élevée en fût, 100% dégrappé. Donc on sépare la baie des rafles. Et le tout à la fin juste fignolé par soit une filtration, soit comme le Chenin que je te ferai goûter juste après qui n'est pas filtré. Ça dépend en fait de mes idées et du profil du vin en fonction des années. T'as combien d'hectares sur le moulin à vent là? J'ai 18 arts. C'est-à-dire, ça fait quoi? 1800 mètres carrés. Je fais 4 tonneaux par an. 4 tonneaux, tu fais combien environ de... Bouteilles? Ouais, de bouteilles. Bouteilles, ça se fait, j'arrive à faire 3 pièces par an parce que vu que je suis vraiment une culture très limitée, puis je laisse de l'enherbement dans les vignes, ça limite le rendement. Donc ça fait dans les 900 bouteilles par an à peu près. Ok. Bon, voilà. On va goûter ton moulin à vent du coup. Avec grand plaisir. Tu m'as dit que c'était 2021 ou 2022? 22. Première année de vinification. Il est très bon. Quelles caractéristiques tu donnerais à ce vin au niveau en bouche, tout ça? Il a de la tension, c'est lié à l'acidité. Tu as beaucoup de matière, ce petit côté fruits rouges avec ce côté un peu vibrant d'équilibre. Et ça tient, ça a une bonne longueur. Et ça a ce côté très léger et équilibré. Donc c'est vrai que à boire et à déguster, c'est super, quoi. Ça amène l'équilibre, de la fraîcheur. Et du coup, ça amène un autre profil de gamay qu'on est moins habitué dans la région. Tu le conseillerais avec quoi comme accompagnement, un moulin à vent comme ça? Moulin à vent, j'ai souvent tendance à le conseiller avec une viande rouge, un peu de viande blanche. Et mais surtout pour les repas un peu gastro, tu vois, gros plaisir. L'exemple, le Chenin, que je vais te faire goûter après, je conseille souvent sur du poulet avec de la sauce champignon. Ah oui, c'est très super spécifique. équilibre, c'est assez fin. Alors que à l'inverse, un julienne à morgon, pièce de viande rouge, c'est un caractère, ça a de la dureté. Et le chirouble va particulièrement bien pour faire une raclette. Ah ouais. Raclette, fondue savoyarde, il y a un petit côté minéral. Et tu vois, donc chaque vin que j'ai en levure indigène a un profil, et le profil s'adapte toujours vraiment à quelque chose en face. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il est super bon, mais je saurais pas dire, il y a une sorte de... Je pense que c'est les fruits noirs, enfin les fruits noirs à mon avis, qu'on sent beaucoup. Qui fait fruits confits, c'est ça. Fruits cuits. Et ça te laisse un tout petit mini dépôt en bouche, mais qui est très agréable. Tu sais, c'est pas trop, c'est... Oui, c'est pas lourd, c'est juste... En fait, si tu préfères l'ADN vraiment des grands vins sur lesquels j'ai pu travailler, c'est que c'est une ligne droite et tu dois avoir un développement de choses. Tu dois pas avoir quelque chose qui tape. Si ça punch et que tu as des tanins qui t'agressent les gencives, c'est un problème de déséquilibre. Tu peux vite t'écœurer après. Donc, prochaine bouteille. Donc, Chenin au beau retour. Donc ça, c'est une vigne que j'ai presque 1 hectare d'un seul tenant. Ok. Et là, on est sur un sol vraiment granit très sablonneux. Merci. Et d'ailleurs, on a un échantillon de sol qui est là. C'est un... Oui, c'est ça. Okay. C'est un sol qui est très très friable, très tendre. Et il faut faire attention parce que même les traiteurs ont tendance à s'enliser dans le terrain parce que c'est pas porteur du tout. Par contre, ça fait des vins avec un grain vraiment fruit, voire il y avait des notes de chocolat noir l'année dernière dessus en aromatique. Ce qu'on appelle, c'est des arômes assimiliques. Tu peux les retrouver sur différentes formes. Exemple, sur le blanc, tu peux avoir un côté menthe. Ça, c'est un arôme assimilique. Un côté menthol. Mais sur le gamay, tu peux avoir le chocolat noir, tu peux avoir la banane. Parce que la banane, alors, c'est pareil, ça c'est une histoire. La banane, le goût de banane, quand tu connais l'histoire du Beaujolais nouveau, à la base, c'est une levure qui existe naturellement sur le raisin, mais qui ne se développe qu'en millésime très solaire. On va goûter ton Chenin du coup. C'est ça, 2022. Il est moins
Il y a moins ce goût du fruit, je trouve, sur le Sheena par rapport au moulin à vent. Il est très bon, très très bon. J'ai une question, c'est ton étiquette. Pourquoi il y a un arbre dessus comme ça? Ah oui. Explique-nous. Pourquoi il y a l'arbre? Parce que c'est un poirier qui a 120 ans, qui est sur la parcelle de vigne. Et du coup, toutes mes étiquettes sont inspirées de choses existantes ou rappelant vaguement quelque chose d'existant. Donc l'arbre est sur la parcelle. Moulin à vent, c'est un moulin d'enfance, parce que je voulais pas un moulin à vent classique. Ok. J'ai dit tant qu'à faire, autant avec mon graphiste faire quelque chose d'assez étonnant. C'est ce que tu achètes dans le sud de la France avec. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Chirouble, du coup, j'ai mis une vipère parce qu'on en a trouvé assez régulièrement. Tous les ans, on arrive à en voir une, sans souci. Morgon, le dernier, c'est la pierre en feldspath, donc c'est pas celle-ci, je l'ai dans une autre partie de la maison. Fortement en tout cas. Ça vient de la vigne de Morgon. Hein. Ok. Et donc, c'était toujours pour ramener des histoires à chaque vigne. Et du coup, tu as les mêmes avec les Juliénas qu'on a devant sur le bar, où c'est pour rappeler le granit bleu, donc, qui est la typicité propre du terroir de Juliénas sur ces vignes-là. Prochaine bouteille. Alors là, je t'ai sorti une petite pépite. Donc c'est un Juliénas Violette, parce qu'à l'époque, il y avait des parcellaires en climat. Ils avaient fait une tentative à Juliénas. Et du coup, aujourd'hui, la parcelle, c'est Vaux. Je suis revenu au lieu dit parce qu'il a fallu faire marche en arrière parce que ça n'a pas été autorisé à l'époque. Et donc, c'est mon premier millésime et sur lequel j'ai fini un coup de cœur au guide Hachette dès la première année. Dès la première année que je l'ai inscrit, j'ai fini meilleur cuvée en Juliénas au guide Hachette. Coup de cœur en plus. Ouais, 2021. La fierté que tu devais avoir. Mais le pire, c'est pas ça. Oui, j'étais heureux, mais en fait, pour moi, ça me paraissait fou. Parce que tu croyais pas forcément, tu disais comment ça se fait, c'est la première fois que c'est ça. C'est ça. Et puis je suis parti de zéro, donc en gros, quand tu pars de zéro, tu te dis, ce que j'ai fait, est-ce que ça correspond réellement? Et là, t'as eu la récompense là. Hein, ouais, c'était formidable. C'était un moment d'émotion dingue parce que je me souviens toujours dire à mon père, prends, il reste des bouteilles, emmène-les là-bas. Alors on était à Nuit-Saint-Georges, il fallait les emmener à Villefranche. Faire toute la route pour les déposer en échantillon pour que... Et là, paf, on reçoit ça au mois d'août en disant vous êtes coup de cœur. Wow. Non mais là c'était dingue, c'était la première millésime, tu sais pas où tu mets les pieds, tu sais pas où tu vas, et là, wow, j'espère que t'as bien fêté ça quand même. Non, parce qu'on n'avait plus beaucoup de bouteilles déjà, donc à l'époque, mais on s'est dit qu'il fallait qu'un jour j'arrive à aller plus loin et à faire encore d'autres choses. Et depuis, j'essaye désespérément d'avancer, d'avoir des bonnes notes et surtout de faire du bon vin et de trouver vraiment l'ADN qui me manquait pour faire des grands Beaujolais. Donc, Juliénas 2017. Première cuvée. Déjauné, c'est pas mal du tout. Ouais, c'était très fût neuf. J'avais fait quelque chose, vraiment un pur style. Un peu barré. On sent les 7 années. Ouais, mais ça encore, ça se tient. Ouais, t'as vu, c'est fraîcheur. Ah, mais vraiment. Ça pinote complètement à l'aveugle. Là, t'es plus du tout sur ici. Tu chercherais peut-être dans d'autres régions, dans d'autres secteurs. Et ça donne, toi, le gamay sur ce style-là, on peut choper des choses et faire un grain formidable. Et un Juliénas 2017, comme ça, tu le conseillerais pareil avec une viande ou... Là, tu vois, t'as un repas à Noël, tu mets ça, quoi. Là, Juliénas 2017. Ouais, et c'est un vrai coup de plaisir. Moi, j'en ai plus beaucoup, et puis je pense que le peu de clients qu'on avait ont presque tout bu parce que... perle rare maintenant. Ouais, les premiers millésimes, il y en avait tellement peu et c'est parti vite. Mais ouais, tu vois, le résultat, c'est que ça ressemble à rien de ce qu'on a trop l'habitude d'avoir et ça, c'est ça qui était cool, quoi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses du coup? Toi qui as l'habitude des vieux millésimes, des vins, du secteur et de tout. Ce que j'en pense, c'est que j'aurais dû ramener une bonne côte de bœuf avec, elle aurait dégusté. Avec plaisir, on aurait pu. Non, c'est vrai que les vins qui sont un peu anciens, moi je les préfère. Après les Juliénas, c'est vrai que j'en bois très peu, du Juliénas. Ça me surprend du coup. Il a pas ce goût tannique en bouche, non. Il est plutôt sur le fruit noir, je dirais. Ouais. Et voilà.
Ouais, ça fait fraise, fruits confits avec une belle finesse, un côté pinoté du coup parce que ça a bien vieilli. Et oui, en fait j'ai jamais été pour les vins qui tabassent, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire. En fait j'aime juste, comme je te disais, manger un grain de raisin, faire goûter aux gens le grain de raisin et ça c'est des aventures que j'ai pu faire avec des clients. C'est rendre des raisins dans mes parcelles puis leur faire goûter le raisin avant de goûter le vin dans le cuvage. Puis on passe sur le quiz. C'est parti. Allez. Avec grand plaisir. Donc on est parti sur le quiz. Ouais. Je vais te faire découvrir ce qu'on va boire. Ouf. Rivière du Malte. On est sur un rhum arrangé. Banane vanille. Ouh. Ça c'est cool ça. Ça t'y aime bien normalement. Ouais. C'est quelque chose que j'aime bien en apéro de temps en temps, tu vois. Et bah là t'es servi. J'ai prévu les 2 petits verres. Hop. Un pour toi, un pour moi? Normalement c'est ça. D'accord, ouais. ok. Chacun le sien. Oh, putain. Maintenant faut que j'enlève le petit machin. Ouais, il y a une petite bague là. Ouais. Donc tu connais le principe du quiz? J'en ai pas trop. Oui, je crois avoir vu ça avec d'autres confrères. Donc je vais te poser des questions. Ouais. Si tu réponds mal, tu bois le shooter de rhum arrangé. Ouais. Si tu réponds bien, c'est moi qui bois. Ok. Je t'ai fait des questions un peu compliquées, mais il y en a certaines, je pense que tu vas réussir. Première question. Ouais. Combien y existe-t-il de châteaux et demeures bourgeoises dans le Beaujolais? À 50 près. J'en ai aucune idée. N'étant pas natif de la région, tu vois, c'est vraiment quelque chose que je sais qu'il y en a beaucoup. À 50 près, là, je te le dis. À 50 près, c'est de À voir. 50 près. Les maisons, des châteaux, tu veux dire? Des maisons, en fait, ouais, des châteaux et demeures bourgeoises. Oh, je serais amené à dire qu'il y en aurait. Bah, rien que sur Fleury, tu peux vite faire en avoir une cinquantaine. Donc, je sais pas, je dirais un nombre aberrant, je dirais 900. Non, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins, non. Il y en a environ 300. Ah, pas plus que ça. Non, ah, pas tu plus. vois. Bon, bah. Pas plus. Santé, tu vas me dire comme ça s'il est bon. Déjà, juste ici, ça sent la banane. Ouais, ça sent pas mal. Ouais, c'est top. C'est pas mal? Ah oui, j'aime bien. Je vais pas perdre à chaque fois parce qu'après je vais finir mal, mais. Non, ouais, regarde, je te mets des petites doses. Hop. Deuxième question. Oui. Un tailleur expérimenté, combien taille-t-il de pieds de vigne en gobelet en 1 heure? Environ, à 10 près. Il a. J'en fais 500, on en fait 500 dans la journée. Donc à l'heure, 8, je dirais 75, 80. Malheureusement, c'est presque juste, c'est 100. T'es pas à 10 près, t'as dit 80. Ah bah ouais, tu vois, dans une journée, j'arrive à faire 5 quarts, ce qui représente 5 fois 100 mètres de rang, donc 5 fois 100 cep dans une journée. Quand je travaille bien, j'arrive à peu près à ça. Ok. Donc c'est pour ça. Là, c'est vraiment un tailleur vraiment expérimenté. Ah oui, bah, c'est juste que je dois prendre un peu plus de temps. Voilà. Santé du coup. Et pour... Bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est à consommer avec modération. Qu'est-ce qui est responsable de la couleur rouge sur les feuilles de vigne en automne? Alors, je ne sais pas là, je ne vais pas te donner d'indice. Alors, rouge, pour les feuilles de vigne, bah, c'est la montée des tanins dans le système foliaire. Ouais, c'est ça, mais ça a un nom, c'est qui est responsable de ça. C'est très, très spécifique. Non, là, j'aurais pas le nom. Ah, c'est vrai? Non, tu vas reboire encore. Ouais, je sais. Ça s'appelle les anthocyanes. Bon, là, on va passer sur ta région natale. Donc là, j'espère que tu vas avoir juste. Combien y a-t-il d'hectares de vignes en Bourgogne entre Mâcon et Auxerre? À 5000 hectares près. Je dirais 26 000 de mémoire. T'es bon. C'est ça. C'est 28 800. Ouf. Et normalement, j'étais à 1000 hectares près, mais tu vois, j'ai été. Sinon, t'aurais eu faux. Mais ouais, c'est ça. 28 800. Ouais, j'aime bien. C'est pas mal. Ouais, ça se laisse faire, Moi, j'aime bien. Quel institut a été créé en 1907 en France? En 1907? Ben, alors j'hésite entre... Si, ça doit être l'INAO. L'INAO, tu m'as dit? Oui, normalement, c'est l'Institut National des Appellations d'Origine Protégée, tout type d'appellation, quoi. Ah bah c'est ça, c'est l'INAO.
Bravo. C'est l'Institut national de l'origine et de la qualité. C'est ça. Combien y a-t-il d'appellations d'origine contrôlée en Bourgogne? Ouais. À 10 près. D'appellation d'origine contrôlée à 10 près. De mémoire, je sais plus si c'était 65 ou 46. Je dirais 65. T'es pas loin. T'es à 20 près. Donc c'est soit je suis 20 trop haut, soit je suis 20 trop bas, mais alors c'est bête. Je vais partir sur 46, le deuxième choix. C'est 84. Ah, c'est pire. C'est pire. 84 appellations d'origine contrôlée en Bourgogne. Mon Dieu. Faut que je retourne à l'école. Il est toujours aussi bon? Et toujours aussi bon. On répète, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. C'est à consommer avec modération. Bon, on a perdu modération pour le moment. Mais... je me demande depuis tout à l'heure où il est. Mon invité, il arrive après. Quelle entreprise française a fabriqué le plus de tonneaux de vin et de whisky? Ah, de tonneaux de vin et de whisky. C'est une tonnellerie du coup. Donc je dirais, pour de connaissances, François Frère, on fait beaucoup de fûts, de tonneaux et de choses à l'export et on fabrique aussi là-bas. Donc je dirais eux, vraiment François Frère, je pense que c'est les plus gros producteurs. Eh ben c'est ça, bravo. C'est ça? Ah ouais, t'as raison. C'est la tonnellerie François Frère, fondée en 1910. Tu m'as eu. Quelle est la date de création du Génépi? Alors là, à 20 ans près. Génépi. Alors, Génépi. La première liqueur en fait de Génépi qui a été créée. Alors je dirais pas au tout début parce que beaucoup de choses se sont plutôt placées dans les années 30 pour une grande partie, des choses un peu secondaires au vin, des grands noms du vin. De mémoire, c'est plutôt les années 40. C'est pas la marque, je te demande pas la marque quand elle a été déposée. Hein. Je demande la première liqueur qui est sortie, le premier liquide de Génépi qui est sorti, qui a été créé. Allez, je dirais les années 50. Il y a eu beaucoup de choses. 1950 ? Ouais, je dirais. Non, c'est faux. C'est beaucoup plus vieux que ça. Beaucoup plus, enfin beaucoup non, mais c'est plus vieux que ça. Ouais. 1893. Ah si, c'est beaucoup plus vieux. C'est beaucoup plus vieux, 50 70 ans près, quasi. Bon bah tant pis, perdu. Santé. Et ben, à ce dernier verre. Vas-y. Bah écoute. Merci bien. C'était un plaisir de faire cette jeune vidéo avec toi. C'était top. Merci de m'avoir accueilli dans ton domaine, Benjamin Passot. Modeste, simple, mais voilà, représentant une génération de jeunes viticulteurs venant d'ailleurs. Et j'invite d'autres viticulteurs et d'autres jeunes qui souhaitent prendre cette inspiration. D'ailleurs, on peut vous aider. Il y a d'autres viticulteurs qui sont à la même démarche que moi avec d'autres pour aider les jeunes à s'implanter et trouver les bonnes solutions techniques pour prendre les vignes dans le Beaujolais, car on a un terroir qui a beaucoup de départs à la retraite dans les 10 ans qui arrivent. Il y a de la place. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est simple, mais beaucoup de gens pourraient et pourront vous aider dans la démarche et votre projet. Et n'hésitez pas, n'ayez pas peur, n'ayez honte à poser cette question, même à m'envoyer un message sur Instagram, je vous invite à le faire. Ou même à l'ami Frédéric Berne qui encadre aussi des jeunes viticulteurs au besoin. Et on peut vous aiguiller sur des choix futurs si vous souhaitez un jour reprendre des vignes ou faire un domaine. C'est encore possible dans le terroir du Beaujolais. Ton Instagram, c'est Benjamin Passot ou Domaine Benjamin Passot. Domaine Benjamin Passot. Très bien. Donc voilà, si je peux amener une pierre à l'édifice du Beaujolais pour l'avenir, c'est d'encourager les personnes à se lancer. Qu'un jeune te contacte et qui te... Ah oui, puis ça serait avec un énorme plaisir de pouvoir le faire parce que la finalité de tout entrepreneur n'est pas de faire quelque chose pour lui-même, c'est qu'en fait on veut faire des choses, mais si on peut le transmettre et aider, voilà, moi je sais que si aujourd'hui j'en suis là, c'est parce que quelqu'un m'a tendu la main à mi-parcours et pendant mon parcours, et qui était mon ancien patron Richard Manière, qui était une personne formidable. Je sais qu'on est plusieurs jeunes à pouvoir aussi dire à d'autres comment il faut faire, quels sont les bons choix à faire, qu'est-ce que tu peux, comment. Et du coup, plusieurs projets sont en train de se monter pour aider certains à reprendre des vignes et à se lancer dans l'activité. J'espère que ça en motivera certains. J'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup. C'était un grand plaisir de vous recevoir ici et puis de vous faire découvrir mon univers, ma vie.
vraiment un bout de ma vie et qui est un beau parcours, quoi. Une belle galère, mais un beau parcours. Une belle galère, mais un beau parcours. Super. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis ciao.